Just a friendly reminder that you may find the English translation in the session tab at your left. Invitons maintenant M. Guy Lessard pour la prochaine présentation. Notre relation avec la forêt a pris successivement différentes formes. Bois de commodité pour les colons, construction navale, moulins à scie ainsi que pâtes et papiers ont comblé, oui, différents besoins de la société. Cette coévolution se poursuit actuellement avec des produits de haute technologie, la biomasse, la forêt nourricière et la forêt pour la lutte aux changements globaux. Pour un survol de l'histoire des produits du bois, voici Guy Lessard, directeur aménagement durable des forêts et sylviculture au Centre d'enseignement et de recherche en foresterie et membre de la Société d'histoire forestière du Québec. Bonjour. Alors, un petit mot au début pour vous dire que finalement, cette présentation-là, elle a été préparée pour le CIFQ. À l'époque, c'était une commande. Et puis, en fait, la commande, c'était de travailler sur Québec-Ville-de-Bois. Québec a été reconnu beaucoup pour son passé militaire, mais ce qu'on ne comprend pas beaucoup, c'est pourquoi on ne connaît pas assez l'histoire de Québec, les villes de bois. Toute l'empreinte de Québec, tout le développement de Québec a été fait à partir, finalement, de l'industrie du bois. Alors, en grande partie. Alors, oui. Donc, les produits du bois avant l'arrivée des Français, bon, on connaissait des usages traditionnels, des fourrures, des matériaux de construction, le bois de chauffe, mais aussi tout l'arsenal thérapeutique. On pense à l'ANEDA, entre autres, qui était finalement des produits qui ont servi pour traiter le scorbut, entre autres, qui a sauvé les Français, finalement. Alors, cet aspect-là de thérapeutique ou l'aspect plante était vraiment quelque chose de très important comme produit du bois. Donc, au 17e siècle, jusqu'à peu près à 1763, c'était les débuts d'une activité économique liée au bois. Alors, à l'arrivée des Français, évidemment, ça servait aux fins domestiques, ça servait de bois de chauffe, c'est la construction de bâtiments, ici on a la fameuse habitation de Champlain, et puis des ouvrages militaires. Mais est née l'économie du bois. Entre autres, on pensait que le commerce du bois, c'est une façon de structurer la colonie. Et puis, il a fait la fameuse ordonnance de 1669 de Colbert qui commandait donc aux colonies de produire des bateaux pour la marine royale. Et ça a parti l'économie. Donc, on a eu des grands chantiers qui ont commencé à ce moment-là. Mais évidemment, nos grands arbres, contrairement au mythe, la forêt du Québec c'était pas du chêne puis de l'érable, du pin blanc cordé, là. Puis le chêne, mais c'était du chêne rouge qui n'était pas très intéressant, sauf pour la structure du bateau, mais pas pour le revêtement à cause des occlusions. Alors, les essences qu'on voulait étaient rares, puis aussi la population avait une certaine résistance par rapport à la forêt. Mais par contre, déjà, chacune des espèces avait son utilité. Alors, on a une photo, une gravure de Québec en 1700. Donc, le Québec était vraiment en basse ville, là, du côté de la place Royale. Donc, le cèdre servait pour les parties exposées aux intempéries. Le merisier servait pour les galeries, escaliers, épinettes, charpentes, toitures, puis les structures de plancher. Le pin pour les planchers, charpentes, portes et armoires, frênes, poutres de plafond, châssis de fenêtres, noyers, armoires et portes de calibre supérieur. Alors déjà, on avait une utilisation pour la plupart des bois. Une autre affaire qui est intéressante, c'est toute la question des produits forestiers non ligneux. J'en ai parlé déjà au niveau des Autochtones, mais il y avait un réseau de botanistes sur la planète qui était vraiment très bien ancré à Québec. On pense entre autres avec Louis Hébert, qu'on connaît surtout comme colon, mais qui était un herboriste célèbre, qui lui travaillait beaucoup à ramasser des plantes puis les envoyer entre autres au Jardin des plantes à Paris. Il y a une section sur Québec au Jardin des plantes. Puis à ce moment-là, il y avait entre autres Louis Hébert, Michel Sarrazin, et puis aussi Jean-François Gauthier. Et puis dans les cas de Michel Sarrazin, on le connaît aussi parce qu'on a la fameuse maison Michel Sarrazin à Québec qui traite au niveau du cancer, c'est un médecin célèbre, mais aussi c'est un herboriste. Puis Jean-François Gauthier, on connaît la Gaultheria espidula. La sarracénie, qui est une plante carnivore, à ce moment-là, ça vient de Michel Sarrazin aussi. Alors, donc, on a tout un réseau qui étaient les produits forestiers non ligneux, les propriétés médicinales, etc., qui étaient connus, puis il y avait un réseau sur toute la planète. En 1763, donc une économie du bois florissante. Alors, ça, c'est une photo qui dépasse un peu la période. C'est le chantier naval au Cap Cove, qui est pas loin du Cap Diamant.
c'était donc le temps du bois carré. Le bois carré, c'est absolument extraordinaire et incroyable de penser, d'imaginer qu'il y avait des cours à bois qui partaient de Cap-Rouge jusqu'au Cap Tourmente. Puis si vous voyez bien l'image ici, puis on voit, je suis capable d'utiliser mon pointeur peut-être, oui, ici. Ça, c'est la pointe de Sillery. Donc, la pointe de Sillery en s'en allant vers le Cap Diamant ou la pointe de Sillery en regardant vers les ponts. Vous voyez toutes les cours à bois qu'il y avait. Et puis, avec les cours à bois, ben, venaient aussi les villas des marchands qui étaient juste en haut, qui surveillaient leur scierie, leur chantier naval aussi. Et puis ça continuait donc un peu partout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gravures de l'époque. Voici. Donc, regardez bien la gravure de 1838, l'autre est de 1840. Fait que d'un côté, c'est justement cette partie-là que je vous parlais, qui était cette partie-là ici, là. Donc, c'est en regardant vers Québec, vers le Cap Tourmente. Regardez les 3 mâts, mais regardez la bois qu'il y avait en bas, là. Puis c'est la même chose de l'autre côté. Ça continuait partout. Il y avait des quais, puis donc il pouvait y avoir jusqu'à 303 mâts devant Québec à cette époque-là. Quand je vous dis que Québec, c'était le 5e plus gros port au monde. Le 5e plus gros port au monde. Fait qu'on oublie ça, on avait vraiment, au niveau de la dynamique, on était à un point de transition. Donc, si on regarde juste les exportations de chêne et de pin, vous voyez, ça a monté jusqu'en 1948-1952. Et puis, même chose pour le chantier naval. Ça a même perduré à partir de 60-70, puis après ça a décliné. Le bois est carré. Regardez cette image-là, c'est assez fantastique. On voit, encore une fois, une personne ici. Fait que vous imaginez la grosseur des bois, puis c'est pas juste une bille, hein? C'était des chantiers complets. Puis quand il y avait souvent la grosseur d'un 25 cents, un nœud, il était déclassé. Fait que c'était vraiment de façon du bois de très haute qualité, puis il y en avait des tonnes et des tonnes. Mais, évidemment, ce qui a parti de tout ça, c'est le blocus de Napoléon. Alors, le blocus de Napoléon faisait que le bois qui était en mer Baltique, on ne pouvait pas aller le chercher parce que même s'il était plus beau, il était trop cher. Puis là, finalement, après ça, surtout, Napoléon empêchait de se rendre à cette ressource-là. Fait qu'on a dû aller vers les colonies. Et puis, vers les colonies, c'est ça qui a parti le bal. Évidemment, Napoléon n'a pas été éternel. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a utilisé la mécanique de tarifs préférentiels. Fait que, regardez, en 1814, pour les territoires de la mer de Baltique, c'était 55 shillings par load. Puis, aller l'acheter au Canada, c'était 10. Fait qu'on a eu longtemps des tarifs préférentiels qui faisaient que même si la mer de Baltique était plus proche, on venait au Canada. Mais tranquillement, les tarifs préférentiels ont diminué pour devenir plus bas en 1851. Puis, ça a fait cracher toute cette industrie-là. Mais que cela ne tienne, on est reparti. Alors, si vous allez voir l'histoire, c'est toujours comme ça au Québec, ça monte, puis ça descend, puis un autre qui repart, puis ça redescend, puis un autre qui repart, puis ça redescend. Alors, en 1849, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des nouveaux marchés, la diversification des produits. Alors, tout à coup, on s'est dit, ah ben oui, le sillage, ça peut être intéressant. On pense ici à la fameuse promenade d'Atlantic City, qui a 1 000 de long juste en bois. Alors, ce qui est arrivé, avec le traité de réciprocité avec les Américains, la construction de chemins de fer puis de canaux, on a tout à coup du bois qui était expédié à New York, etc. Donc, ça représentait quand même beaucoup de volume. Puis ces ventes de bois-là ont été supérieures aux billes qu'on envoyait en Angleterre jusque dans les années 1880. En fait, en Angleterre, c'était supérieur. Puis à partir de 1880, c'était vraiment la balance, c'était pour nos exportations aux États-Unis. Les Américains construisaient des usines au Québec. Donc, à ce moment-là, ils transformaient le bois ici, puis ils ramenaient le bois aux États-Unis. Fait que il y avait déjà le principe d'avoir une usine proche de la ressource. Puis en 1905, on avait vraiment une dominance de ça. Très intéressant. Regardez bien ces images. Scierie Patterson Hall, qui était devant la chute Montmorency. C'était une des plus grandes scieries au monde. Regardez bien la prochaine photo. Fait que ça, moi, je suis dos au chute, là. Puis ça, c'est le bois. Regardez les empilements de bois qu'on a, on voit en tout petit en arrière, là. Alors, il y avait du bois là, c'était effrayant. Puis évidemment, ça pouvait être transporté par l'eau, etc., par la rivière Montmorency. Fait que quand on parle de cette industrie-là, du sillage, on n'imagine pas comment c'était immense, puis gros, puis avec beaucoup de volume.
La fin du 19e siècle, ben là, ça va moins bien. C'est en 1908, c'est cette photo-là. On a entre autres l'arrivée des bateaux à coque de métal, puis des bateaux à vapeur. Mais évidemment, la construction navale, ça fait longtemps qu'on a changé ça. Donc, le déclin des exportations, le nombre de voiliers, vous voyez qu'on avait 370 autour de 1000 en 1860, on était rendu à 28 en 1900. La diminution du commerce du bois avec les États-Unis, il y a eu la fin de traité de libre-échange, il y a le début des années 70, une récession mondiale, puis la fermeture des chantiers navals à Québec en 1880, arrivée des bateaux à vapeur à coque d'acier, l'ouverture du canal de Suez. C'est loin, mais ça a fait aussi que le commerce la dynamique a changé. Puis il restait évidemment un seul gros chantier, c'est le Davy, qui tranquillement a changé sa vocation vers la construction de bateaux de métal, puis qui est toujours en activité de nos jours. Fait que c'est un chantier de construction de bois qui est devenu un chantier de construction navale. On était aussi dans l'espèce de vogue des grands parcs urbains. Je fais juste un exemple. À quelque part, il y a déjà des visionnaires au 18e siècle, en 1858, qui ont créé Central Park. En Angleterre, le Hyde Park, puis donc en France, le parc Monceau, parc Montsouris, parc Montchamp. Puis au Québec, ben, les plaines d'Abraham, l'île Sainte-Hélène, le parc Victoria, ça fait partie des grands mouvements de conservation du 19e siècle. Puis grâce à eux autres, maintenant, on a encore des îlots importants de boisés dans les villes. Du 20e siècle, un nouvel essor, pouf, ce qui a sauvé le monde, c'est les pâtes et papier. Donc, une photo ici de la Anglo Pulp and Paper, qui est en 1928, qui est devenue la White Birch maintenant. Et puis ça, évidemment, ça a marqué beaucoup la ville de Québec, puis l'essor. Il y a aussi toute la famille des Price qui étaient dans les moulins à scie, puis tranquillement ont évolué. Puis c'est devenu, ils ont acheté Donahue en 2000, Bowater en 2007, Produits forestiers résolus sont devenus en 2011. Et puis, actuellement, c'est le plus grand producteur de papier de journal au monde. Puis, Edifice Price, ben, pour montrer leur puissance, ils ont décidé qu'ils faisaient une tour, un premier gratte-ciel dans Québec. Ça a fait un esclandre, puis à partir de ce moment-là, dans Québec, après ça, il n'y a plus le droit d'avoir un édifice de plus de tant d'étages. Je pense que c'était 4-5 étages. Puis, mais c'est la seule tour qu'on a eue dans Québec, puis c'est les Price qui l'ont construit. Ils voulaient amorcer un mouvement en hauteur, mettons, dans le Vieux-Québec. Évidemment, tout le génie du bois est arrivé. Donc, on a des nouveaux produits, des utilisations particulières. On ne pense pas jamais assez à l'acoustique, mais tout ce qui est la question de l'acoustique, on est dans les meilleurs au monde. Mais la faculté de foresterie n'est pas beaucoup là-dedans, mais c'est beaucoup des architectes qui sont dans ça. Donc, on pense entre autres à la maison la Symphonique à Montréal, le Palais Montcalm, le domaine Forgette. On a des choses extraordinaires. Évidemment, aussi les ponts en bois qu'on a ici en Gamésie. Le 21e siècle, c'est quoi? On s'en va vers quoi? Alors, ici, on avait au début, ça allait pas bien. On avait une décroissance. Dans le rapport de Beauregard, on montrait la décroissance des exportations. Ça fonctionnait pas très bien, mais pouf, au niveau, à partir de 2011, les exportations ont commencé à monter. Puis on me dit beaucoup, c'est entre autres avec la Chine. Il y avait des problèmes avec les États-Unis, fait que finalement, ils se retournaient un peu plus vers le Canada. Ça nous donnait des nouvelles opportunités. Je voudrais vous amener, presque avant de conclure, c'est le fameux concept des cycles de phase de vie d'un produit, parce que c'est ça qu'on a vécu en histoire, des cycles de vie d'un produit. Donc, vous avez toujours le lancement de la phase où ça nous coûte cher, il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais la mise en place est difficile. Après ça, la croissance, la maturité, quand finalement, même la concurrence puis les coûts diminuent, puis se stabilisent, puis après ça, il y a une phase de déclin. Tous les produits passent par ces cycles-là. Donc ici, je mets en dessous un peu les caractéristiques des différentes phases. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que dans le rapport de Robert Beauregard sur le chantier sur la production de bois au Québec, il a pris cette courbe-là et il a classé les différentes industries. Alors, on regarde du côté de la maturité des croissances, on est dans le papier journal puis le papier d'impression. Par contre, ici, on a le papier d'emballage qui est en plein essor, puis même il est en pleine maturité. Ça fonctionne bien. On pense à tout le commerce qu'on fait par électronique. Alors ça, c'est une autre partie. Les papiers hygiéniques aussi, c'est important. Si on regarde au niveau tranquillement ici, même au niveau du bois d'œuvre, ça peut plafonner. On a peut-être encore une petite croissance dans certains cas. Mais évidemment, en arrière de ça, il y a ceux qui ont inventé la mêlée collée, les planchers.
les panneaux USB. En arrière, en pleine croissance, toutes les MDF, toutes les éco-constructions, les poutrelles en haie, etc. Et puis, les bois torréfiés qui sont encore en partie développement. Puis, dans le vert, bien, c'est là qu'arrivent nos biomasses, bioénergie, donc des nouveaux produits qui vont tranquillement monter puis produire. J'aime beaucoup ce tableau-là parce qu'à quelque part, on a une vision globale, presque historique, d'où on va. Puis, ça nous rentre dans la tête qu'il y a des choses qui ont des opportunités qu'on va pouvoir développer, mais par contre, on sait que ça ne sera pas éternel, il va toujours falloir innover. Alors, merci à Guy pour la diapositive. Là, il me parlait au niveau de la biomasse. Bien, on dit que c'est un agent de transition énergétique. J'en ai parlé sous différentes formes. La torréfication augmente son pouvoir calorifique. Avec la chimie des bois, elle est transformée en biocarburant, en huile et même en hydrogène. Fait que évidemment, c'est un produit qui offre, quand je regarde ça d'une perspective historique, c'est comme un nouveau départ qui nous permet des nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on apprend avec l'histoire? Puis c'est ma diapositive de conclusion. C'est que les produits naissent et meurent. Les opportunités d'affaires se sont toujours présentées et les industries ont su en profiter, ainsi que les populations. Donc, c'est vraiment cyclique, ça repart. La ressource change, évolue, puis ça devrait même s'accélérer avec les changements climatiques. Fait qu'il faut continuer à anticiper, à penser quel genre de produits qu'on va avoir, quel genre de produits on peut produire, parce que vous savez qu'avec l'aménagement, la sylviculture, les opérations forestières, on peut décider d'aller dans une direction ou dans une autre. On peut vraiment changer le cours de la production forestière. Il s'agit de vouloir puis de mettre de l'argent surtout dans l'installation de la régénération dans nos peuplements. Donc, il faut continuer à s'adapter, on n'a pas le choix, puis oser. On s'aperçoit aussi, si je regarde de nouveau l'histoire, tout ce qui se passe, par exemple, le blocus de Napoléon, qui a parti le bois et carré, le traité de réciprocité avec les États-Unis. Il y a toujours une espèce de volonté, une volonté politique ou une catastrophe ou un événement mondial qui déclenche les choses, qui fait que ça crée des opportunités, puis là, on se tire là-dedans, puis carrément, ça donne un nouvel essor économique. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.